Les outils d'IA qui ont pour objectif de générer du texte se basent sur un principe très simple qui est prédire le mot suivant. Donc, lorsque vous allez voir un outil d'IA qui permet de générer du texte, en général, l'algorithme derrière a pour mission de prédire le mot suivant en fonction du contexte. Dans la famille des modèles d'IA génératifs, on a déjà vu dans ce challenge les auto-encodeurs, les variational auto-encodeurs ou encore les modèles GAN. Le problème de ces trois familles de modèles, c'est qu'en général, pour faire des prédictions, ils se basent uniquement sur des observations. Ils ne prennent pas en compte les prédictions passées. Or, pour pouvoir générer du texte, on doit prendre en compte les mots qui venaient juste avant de pouvoir réaliser des prédictions fiables. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons parler des modèles auto-régressifs qui sont adaptés pour générer du texte. On va notamment parler des réseaux de neurones récurrents. Vous êtes prêts? Let's go! Nous allons parler dans cette vidéo des modèles auto-régressifs. On va notamment voir les réseaux de neurones récurrents, RNN, qui sont très utilisés lorsqu'on travaille sur du texte ou encore sur des données chronologiques. Bref, à chaque fois qu'il y a des séquences, on pense au réseau de neurones RNN. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que les réseaux de neurones classiques ne sont pas adaptés sur des données sous forme de séquences? En fait, la réponse est simple. En général, les réseaux classiques qu'on appelle souvent feed-forward neural networks, on fonctionne uniquement dans une seule direction. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on souhaite faire une prédiction avec un réseau de neurones classiques, on va seulement se baser sur la valeur en entrée du réseau. Or, lorsqu'on travaille sur du texte par exemple, on a souvent besoin de connaître la prédiction précédente pour connaître le mot suivant. Par exemple, en français, lorsque je dis comment, je sais que le mot suivant c'est ça. Et quand je connais ça, je sais que le mot suivant c'est va. Donc, comment ça va? Avec les modèles classiques, on ne pourra pas avoir cette itération entre les prédictions des différentes couches. C'est la raison pour laquelle les modèles feed-forward ne sont pas adaptés. En plus, si on prend par exemple les séries temporelles, lorsque je souhaite prédire la valeur à la date t+1, j'ai souvent besoin d'avoir les prédictions à t, à t-1, t-2, t-3. Ces informations dans le passé ne sont pas forcément retranscrites ici dans les feed-forward neural networks. En gros, on fonctionne uniquement dans une seule direction. On n'utilise pas les données d'ici pour avoir la prédiction suivante. C'est pour ça que ce n'est pas adapté pour générer du texte. Parce que lorsqu'on génère du texte, on a besoin des mots précédents pour prédire le mot suivant. Et justement, les RNN viennent répondre à cette problématique. Donc, avant, on avait ceci, mais avec les RNN, on a des couches de récurrence qui font que lorsque je fais ma première prédiction, on a une récurrence avec la note de sortie qui récupère l'information précédente pour utiliser dans la prédiction suivante. C'est pour ça qu'on privilégie les RNN pour prédire du texte ou encore des données temporelles parce qu'il y a cette couche de récurrence qui conserve la prédiction précédente et l'utiliser dans les prédictions suivantes. Pour résumer, les RNN, c'est tout simplement une catégorie de réseaux de neurones artificiels conçus pour reconnaître des patterns dans des séquences de données, dont on travaille sur des séquences comme le texte, le son ou encore des séries temporelles. Et c'est plus adapté pour prédire ce type de contenu parce qu'on a une couche de récurrence qui va conserver la mémoire. Comment fonctionnent donc les RNN en réalité? Il y a 3 points essentiels à connaître. Le premier point, ce sont les cellules récurrentes qui viennent s'ajouter. Ici, vous avez un exemple de réseau de neurones récurrents. On a ici des couches d'entrée, on a la couche de sortie, mais à l'intérieur, on a plusieurs couches de récurrence ici qui permettent de conserver la mémoire du réseau, de conserver l'information des prédictions précédentes et les utiliser pour la prédiction suivante. Il y a les boucles pour la mémoire qui permettent de se souvenir des informations précédentes. La mémoire est temporaire et se met à jour à chaque étape du neurone. Et le troisième point important, c'est qu'il y a un traitement séquentiel des données. À chaque étape, on prend en compte l'entrée actuelle ainsi que la valeur qui a été mémorisée précédemment. C'est comme ça qu'on sera capable de faire de l'IA générative textuelle grâce au RNN. En français, par exemple, lorsqu'on voit la lettre Q, on imagine que par la suite, on aura la lettre U. C'est à peu près comme ça que fonctionnent les réseaux de neurones récurrents. Un point important à noter ici, c'est que la couche de récurrence qu'on trouve dans les RNN, c'est équivalent à un réseau de neurones feed-forward avec la taille de la séquence comme couche cachée. Donc, il y aura autant de couches cachées que de taille de la séquence. Si je prends l'exemple où je vais prédire
une série temporelle AT égale à 5 et j'ai besoin de 4, 3, 2, 1. Le nombre de couches cachées dans le feed-forward que je vais mettre en place sera égal à 5. Ça sera l'équivalent de la couche de récurrence pour ce modèle. Donc, en gros, on a toujours une équivalence entre la couche de récurrence et le réseau neuronal feed-forward. Cette couche de récurrence fait en sorte justement que la taille du réseau RNN est beaucoup plus importante qu'un réseau feed-forward, ce qui va entraîner des limites de cet algorithme. La première limite qu'on met souvent en avant dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la disparition du gradient. Vanishing gradient problem. C'est quoi la disparition du gradient? Lors de la rétropropagation, les gradients peuvent devenir extrêmement petits ou encore extrêmement grands. Étant donné que la taille du réseau est élevée, ça devient difficile en fait de mettre à jour les poids lors de la rétropropagation. Et deuxième erreur, c'est qu'il y aura une difficulté à capturer la dépendance à long terme. Plus le réseau il est long, plus on aura du mal à capturer les relations long terme parce que les poids auront tendance à être proches de zéro. C'est la raison pour laquelle avec les RNN, il y a des difficultés à capturer les dépendances à long terme. Et en plus, l'entraînement est aussi un peu plus lent parce que bien sûr, le réseau il est plus profond. Pour pallier à ces problèmes, il y a deux catégories de RNN qui sont très utilisées dans la pratique. Le premier, c'est ce qu'on appelle les LSTM, Long Short Term Memory. Globalement, les LSTM sont composés de 3 portes. La porte d'entrée, la porte d'oubli et la porte de sortie. Ça permet en fait de réguler les flux d'informations qu'on a dans les cellules et ça stocke uniquement dans la mémoire les informations les plus pertinentes et oublie les autres. En gros, on va accorder plus d'importance à l'information qui va juger la plus importante. Il y aura une porte d'oubli pour filtrer davantage les informations et c'est ce qui fait en sorte que ces réseaux permettent de capturer mieux les informations à long terme. Le deuxième modèle très utilisé, c'est ce qu'on appelle les GRU, Gated Recurrent Unit, qui sont des variantes des LSTM plus simples et plus rapides à entraîner parce qu'il y a uniquement 2 portes, la porte de réinitialisation et la porte de mise à jour. On en reparlera dans la vidéo du jour 13, mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les RNN, Recurrent Neural Network, sont très utilisés pour travailler sur du texte ou encore des données sous forme de séquences comme des séries temporelles ou encore du son. Et en général, ces modèles sont puissants parce qu'ils sont capables de conserver la prédiction précédente et les utiliser pour pouvoir faire les prédictions suivantes. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai 3 questions pour vous aider à mieux assimiler les notions. Première question, quelle est la particularité principale des RNN par rapport au réseau de neurones feed-forward? Petit A, les RNN sont toujours plus profonds. Petit B, les RNN utilisent des fonctions d'activation différentes. Petit C, les RNN ont des boucles internes leur permettant de créer des séquences. Petit D, les RNN ne peuvent créer que des images. Deuxième question, quel est le principal défi rencontré lors de l'entraînement des RNN traditionnels sur de longues séquences? Petit A, problème de gradient qui explose. Petit B, problème de gradient qui disparaît. Petit C, surapprentissage systématique. Petit D, impossibilité de créer des séquences. Troisième question, quelles variantes des RNN ont été introduites pour mieux gérer les dépendances à long terme? Petit A, les CNN et les DNN. Petit B, GRU et LSTM. Petit C, BNN et CNN. Petit D, MLP et DNN. Vos réponses en commentaire, ça permet d'aider la chaîne à progresser. On like, on commente, on partage. On fait tout ce qu'on veut, mais surtout, on se donne rendez-vous demain pour le jour 13 de ce challenge. Let's go!